Bonsoir, devinette. Quel sera le mot politique de l'été? Réponse, charter. Non, il ne s'agit pas de vacances, mais d'immigration. Ce mot qui avait alimenté une polémique fracassante au temps de Charles Pasqua, en 1986, a été prononcé à nouveau par Édith Cresson. Le Premier ministre, dans un entretien accordé à TF1, n'exclut pas le recours au charter pour expulser les immigrés clandestins. Applaudissements prévisibles à droite, grincements non moins prévisibles à gauche. Daniel Sportiello. Édith Cresson avait promis des mesures fermes pour lutter contre l'immigration clandestine. Il s'agit pour elle de faire appliquer la loi. Aujourd'hui, le Premier ministre enfonce le clou. Dans l'ensemble du dispositif préparé par Matignon sur les contrôles aux frontières, le droit d'asile et les reconduites, Édith Cresson n'exclut pas le recours à des vols spéciaux, probablement des vols militaires, pour expulser les clandestins et les débouter du droit d'asile. Une méthode qui rappelle la méthode des charters employée par le gouvernement de Jacques Chirac en octobre 86. Pour les socialistes, qui avaient dénoncé la procédure avec vigueur à l'époque, la pilule est difficile à avaler. Il faut être très sévère sur les contrôles à l'entrée aux frontières. Très sévère contre les employeurs de main-d'œuvre clandestine. Très sévère contre ceux qui en font métier. Mais il y a des choses qu'un gouvernement de gauche ne peut pas faire, et en particulier ne pas utiliser des méthodes que nous avons condamnées. Une levée de bouclier au nom de l'éthique socialiste. Et pourtant hier, c'est Jean-Pierre Chevènement qui faisait tomber un autre tabou à gauche en approuvant la politique des quotas préconisée par Charles Pasqua. Ces propositions visent à établir des quotas par nationalité et par profession. Et je pense que c'est une approche tout à fait réaliste parce qu'elle correspond aux besoins du pays. Si ces initiatives étaient retenues, elles pourraient compromettre la trêve conclue au comité directeur. Dès samedi, Pierre Mauroy n'avait-il pas mis en garde les socialistes contre tout dérapage à propos de l'immigration? Si elle persévère, Édith Cresson prend donc le risque d'affronter les gardiens du temple. Voilà pour les grincements, voici les applaudissements, ceux de Robert Pandreau par exemple. Arlette Chabot a rencontré l'ancien ministre à la sécurité de Jacques Chirac. En lisant ces propos, j'ai cru lire ceux de Jacques Chirac. C'est dire que je ne peux que m'en réjouir qu'elle ait pris conscience des réalités administratives, la nécessité de ramener à leur pays d'origine de nombreux immigrés en situation clandestine et technique, il faut bien les emmener par un moyen quelconque, et c'est vrai que les lignes régulières sont insuffisantes. C'est pour cela que j'avais organisé en son temps un charter et qu'elle veut en organiser. Je me rappelle avec une certaine ironie les critiques dont Charles Pasqua et moi avions subi à l'époque. Je vais même lui donner un conseil. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle utilise des avions civils plus que des avions militaires. Une opération de reconduction d'un pays d'origine n'est pas une opération de guerre, c'est une affaire de police. Vous avez entendu un autre terme, le terme quota, pour bien le comprendre, et le mot et la notion. Regardons ce qui se passe ailleurs avec Charles Sanviti. Sauf motif touristique et encore, l'Europe sans visa, aujourd'hui c'est terminé. Séjour, travail, a fortiori naturalisation, chez les 12, aux États-Unis, en Suisse, en Autriche, tout est codifié, dans le même sens ou presque, fini l'immigration sauvage. Première idée, le contrôle a priori, les fameux quotas, y souscrivent l'Autriche, la Suisse, Canada et États-Unis. L'idée est simple, chaque année, Parlement et gouvernement fixent conjointement un numerus clausus, un chiffre plafond, un seuil à ne pas dépasser. Avantage du dispositif, un contrôle très précis des flux migratoires, du type de population accueillie et des qualifications de chacun. Un contrôle à la loupe, par exemple au Canada, aux États-Unis, les quotas existent même par profession. Une précision quasi chirurgicale que refusent aujourd'hui l'Allemagne, l'Italie et la France. Dans ces trois États, on contrôle certes, mais a posteriori. Traduisez, entrée et séjour libre, seulement pour tout immigré candidat au séjour, sans emploi ou revenu justifié, il est expulsé. Bref, quota ou pas, aujourd'hui dans les pays industrialisés, l'immigration est au point mort, partout ou presque. L'équation est la même, intégration des immigrés déjà présents, pour les autres, frontières fermées. Et pour encore mieux comprendre ce qui se passe, nous avons éprouvé le besoin d'inviter Philippe Marchand, le ministre de l'Intérieur. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, que se passe-t-il? Allez-vous affréter des charters pour les immigrés clandestins? Je crois qu'il faut que pour les Français, les choses soient claires.
notre pays respecte le droit des réfugiés. Il y a 50 000 réfugiés en 5 ans, persécutés dans leur pays, qui bénéficient du droit d'asile. Et puis il y a les autres. Il y a ceux qui sont condamnés par les tribunaux judiciaires pour des faits graves, trafic de stupéfiants, grosse délinquance. Ceux-là doivent être reconduits à la frontière. C'est le droit, c'est la justice. Alors de quelle manière, monsieur Il y a Marchand? aussi ceux qui sont, permettez-moi de le préciser, repoussés par une décision tout à fait collégiale, une décision qui respecte les droits de la défense par l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides. Pour cela aussi, il faut la reconduire à la frontière. Alors de quelle manière, monsieur le ministre? Eh bien, depuis le début de l'année, il y a eu 9000 de décisions de reconduite à la frontière. En 3 mois, plus que en 6 mois de l'année précédente. Mais le problème qu'a soulevé le Premier ministre est un problème réel, c'est que sur 10 personnes à reconduire à la frontière, il n'y en a que 3, un peu plus de 3,5, c'est ça les statistiques, il y en a 3,5 qui sont effectivement reconduites et qui prennent place dans un avion. C'est là le problème. Mais à mes yeux, et nous en parlerons demain dans une réunion interministérielle, ces reconduites à la frontière qui doivent être efficaces, doivent se dérouler en respectant le droit des gens. Mais est-ce que le mot charter, vous le prenez à votre compte, monsieur Marchand? Pour moi, un charter, c'est un avion qui est affrété pour transporter un certain nombre de personnes dans des conditions qui sont différentes d'un vol ordinaire. Première observation. Et M. Pandreau lui-même vient de le dire à l'instant, il serait à mes yeux totalement impensable, alors ça c'est à exclure, d'utiliser des appareils militaires. Je ne vois pas des militaires transportant des personnes expulsées sous la surveillance de policiers dans leurs appareils. Par ailleurs, je ne vois pas certains pays accueillir sur leur terrain des avions de l'armée française, tout simplement pour des questions de relations internationales. Donc vous excluez le recours aux avions militaires? J'exclus le recours aux avions militaires, ça c'est certain. C'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas s'il sera accepté, mais je souhaite qu'il soit partagé. Alors cela veut-il dire que vous allez imiter Charles Pasqua, qui avait organisé un charter pour des Maliens en 86? Lorsque M. Charles Pasqua avait organisé un charter pour les Maliens en 1986, c'était à la suite d'une sorte de RAF, et on avait trouvé à bord des gens qui n'avaient rien à faire à bord de cet avion, puisque certains même étaient en situation régulière. Pour le reste, je répète, efficacité, mais dans le souci des droits des gens, et je pense qu'il va y avoir un débat ouvert, ce n'est pas un secret, au sein du gouvernement. Je pense aussi effectivement que la formation politique à laquelle j'appartiens a à s'exprimer, à donner son point de vue sur ces méthodes, et en conséquence de quoi j'exécuterai si je considère que l'exécution, je le répète, est conforme aux droits élémentaires des droits de l'homme et aux droits des gens. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, on a bien compris, vous êtes sur la ligne du Premier ministre, d'Édith Cresson, mais est-ce que Jean-Louis Bianco, le ministre des Affaires sociales, sera d'accord avec vous? Est-ce que Pierre Mauroy, le premier secrétaire du Parti socialiste, sera d'accord avec vous? Je pense que vous avez mal interprété mes propos, car nous nous exprimons à distance. Je suis aujourd'hui à Reims. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que les méthodes employées pour expulser ces gens devaient être des méthodes qui soient reconnues conformes à leurs droits. Et par conséquent, l'affrètement des avions pose à mes yeux un certain nombre de problèmes qu'il conviendra d'évoquer clairement pour le cas où la décision serait prise. Monsieur Marchand, sur une autre question, l'avocat de monsieur Diouri affirme qu'il est bel et bien détenu au Gabon. Il ne serait pas libre de ses mouvements? Monsieur Diouri séjourne dans un hôtel au Gabon où il est libre de ses mouvements, et ce n'est pas un secret d'État de dire qu'il est possible que monsieur Diouri veuille quitter le Gabon pour se rendre dans un autre pays. Lequel, par exemple? Il y a eu, c'est vrai, la possibilité qui n'a pas été retenue d'aller en Suisse, mais il y a d'autres possibilités. Une dernière question, monsieur Marchand, sur les harkis. Espérez-vous une accalmie? Je la souhaite, cette accalmie. Il faut savoir cesser une grève, il faut savoir cesser une manifestation, et des manifestations qui ont été importantes. Les harkis ou leurs représentants ont été aujourd'hui reçus par le conseiller de Mme Édith Cresson. Je crois que Mme Édith Cresson elle-même les a rencontrés lorsqu'ils ont été reçus par son conseiller. Par conséquent, maintenant l'heure est au dialogue. Merci monsieur Marchand pour ces précisions sur l'immigration. Vous avez fait allusion aux harkis. Précisément, 2 réunions ont eu lieu cet après-midi à Matignon. Ces réunions permettront-elles d'apporter cette accalmie dont vous venez de parler à l'instant? C'est la question que l'on se pose ce soir avec Béatrice Nivois.
Ces délégations ont été reçues par un conseiller technique du Premier ministre et Maurice Benassaïag. Parallèlement, le délégué interministériel aux rapatriés a annoncé le rétablissement d'un crédit de 100 millions de francs pour la communauté harkie. Un plan d'urgence pourrait être annoncé dans les prochains jours. Il est vrai que ce matin, les fils de harkis ont demandé au Premier ministre la création d'un organisme officiel spécifique aux harkis. Selon eux, tout dialogue ou toute aide sera refusé si cette structure n'est pas mise en place. Pression. En tout cas, l'un des derniers barrages dressés à Saint-Laurent-des-Arbres dans le Gard a été démantelé au petit matin par les forces de l'ordre. Un gendarme a été blessé et pour leur part, les fils de harkis déclarent que 3 d'entre eux souffrent aussi de blessures. Pendant 5 jours, un climat tendu a régné sur ce petit village gardois et si le calme est revenu ce soir, le face-à-face entre policiers et harkis continue. À quelques centaines de kilomètres de là, à Jouques, dans les Bouches-du-Rhône, un autre barrage résiste toujours. Mais là, les forces de l'ordre et les fils de harkis ont entamé le dialogue. Ces derniers attendent les résultats concrets de cette rencontre de Matignon. Et Nicole Zimmermann de notre rédaction de Toulouse nous apprend que de violents incidents ont opposé les forces de l'ordre aux mineurs de Carmaux qui protestent contre le plan de reconversion. Regardons ce reportage. Quelques cailloux qui volent, des boulons voyageurs, un quart de CRS pratiquement dans le fossé. Même si elle n'est qu'un écho du temps où elle faisait la loi, la colère des mineurs fait du bruit. Il faut dire qu'à Carmaux, on a reçu comme une provocation la décision du ministre de l'Industrie de s'en remettre à Charbonnage de France pour la nomination d'un médiateur. À 18 h, le préfet donnait aux organisations syndicales la confirmation du recul du gouvernement sur ce point. Le médiateur connaîtra la situation du Carmausin et la mine, mais sera indépendant de Charbonnage de France. Autre acquis, le gel de la situation pendant cet audit. Des avancées que soulignent les syndicats, mais qui paraissent bien minces aux mineurs qui marchent maintenant sur Albi, après avoir forcé le barrage de police entre Carmaux et Albi. Toute une ville en faillite, Angoulême, qui a 1,2 milliard de francs de dette, lance un SOS à l'État et l'État tend la main. Albert Ripamonti. Sous l'égide de Jean-Pierre Sueur, le secrétaire d'État aux collectivités locales, le maire d'Angoulême, Georges Chavannes, négocie avec le patron du Crédit Local de France, le principal créancier de la ville. Il faut dire qu'Angoulême n'a plus le choix. La ville est en faillite, sa dette s'élève à 26 000 francs par habitant, un record. La municipalité ne pouvant plus rembourser, l'organisme prêteur filial de l'État fait aujourd'hui un geste. Dans le remboursement des intérêts, nous réchelonnons ces intérêts. La ville n'est pas en mesure de tout rembourser dans les temps, les intérêts pendant les 5 années qui viennent. Donc il y a une fraction, donc sera différée, compte tenu du fait que la ville, d'ici 5 ans, sera tout à fait redressée, qu'elle sera capable d'assumer l'ensemble de ses charges. La rigueur, Georges Chavannes l'accepte, mais pas à n'importe quel prix. Le plan de rigueur de la ville d'Angoulême ne prévoit pas d'augmentation d'impôts ni de licenciement. C'était un des points clés et là-dessus, on a acté que c'était une décision qui serait contenue dans nos accords. Quant à celui que beaucoup accusent d'être responsable du trou financier, l'ancien maire Jean-Michel Boucheron, son sort dépend maintenant de la justice. Ravel va faire des prodiges. Ce système informatique va permettre aux 430 000 bacheliers de s'inscrire en fac, mais gare aux fausses notes. Robert Papin, Alain Thomas. Aucune garantie. Ce qu'il faut, c'est que le président... Premier jour des inscriptions en faculté, premier jour de contestation chez les nouveaux bacheliers. Ces futurs étudiants, ici à Paris 3, ont formulé leur choix sur Minitel il y a quelques semaines, celui de la filière culture et communication, 1400 demandes pour 400 places. Je vais être à la rue, j'ai le bac, c'est pas juste. Si le 3615 Code Ravel résout les problèmes d'embouteillage au guichet des inscriptions, qui désormais se font sur convocation, Ravel n'augmente pas pour autant le nombre de places dans les universités. L'angoisse persiste toujours chez les futurs étudiants de voir ou non leur demande aboutir. J'attends ma convocation, mais j'espère qu'elle va venir, quoi. Mais je crois qu'il y a très peu de chance. On nous a dit qu'en fait on espérait dans le vide, quoi. Rien n'allait arriver, alors je sais pas trop ce qu'on va devenir, quoi. J'espère pour Paris 3, mais c'est pratiquement aucune chance. Pourquoi? Après, ce qu'ils nous ont dit, ils sont très pessimistes. Ils disent que déjà, ceux qui n'ont pas pris Paris 3 comme premier choix, c'est pas la peine. Parce qu'il y a trop de monde qui l'ont choisi déjà comme premier choix. Le rectorat fera encore parvenir des convocations jusqu'à la fin de la semaine. Reste qu'un millier d'étudiants qui a choisi Paris 3 se retrouvera dans une autre filière. Nous leur avons donné des conseils pour ces autres filières. S'ils choisissent effectivement un de ces conseils, nous leur trouverons une place dans les filières correspondantes. Tout le problème aujourd'hui, c'est de chercher à humaniser ces inscriptions universitaires.
peu de choses sont faites, ni dans l'information, ni dans l'orientation, ni dans l'accueil, pour permettre aux bacheliers d'être assurés, d'être en sécurité. Problème d'inscription au moment du choix des étudiants sur 3615 Ravel. Savait-il par exemple cette année que le rectorat avait décidé de ne plus créer de places supplémentaires en culture et communication? La Slovénie a peut-être acquis son indépendance hier. Un accord a été conclu entre la République et les autorités fédérales avec la bénédiction des représentants de l'Europe des 12. Cet accord débouche sur un cessez-le-feu et sur la reconnaissance implicite de l'autonomie slovène. En Croatie, en revanche, la perspective d'une entente n'apparaît pas. Il faut dire que dans cette République, la situation est plus complexe. La forte minorité serbe n'entend pas se soumettre à l'autorité des Croates et le risque d'une guerre fratricide est pris très au sérieux. Jean-François Gringoire. Les combats d'hier à Tenja ont fait officiellement au moins 9 morts, mais le bilan est sans doute bien plus lourd. L'armée yougoslave n'a pas tenu longtemps son rôle d'interposition en se rangeant rapidement auprès des Serbes et en ouvrant le feu sur les Croates. Aujourd'hui, la situation demeure très tendue à Tenja, petite ville de Slavonie. La Slavonie, c'est cette partie est de la Croatie où vivent 40% de Serbes. Jusqu'à il y a un an, ce sont eux qui tenaient les rênes. Tous veulent rester en Slavonie. Certains rêvent toujours de la Grande Serbie. Mais depuis, la Croatie s'est fermement engagée à gagner son indépendance et la lutte a commencé. Ici, Serbes et Croates vivent dans la plus grande tension. On se rend au champ en armes. La communication entre villages serbes et villages croates est coupée. Quant aux villages mixtes, les incidents y étaient perpétuels. Et le 2 mai dernier, tout a basculé lorsque 14 gardes nationaux croates ont été tués par des Serbes. Le cessez-le-feu intervenu en Slavonie après un week-end de sanglants combats n'est pas le premier, il ne sera sans doute pas le dernier. Et on l'apprend à l'instant, les États-Unis se sont joints à l'embargo sur les ventes d'armes à la Yougoslavie, un embargo décrété par la communauté européenne. Les États-Unis ont en outre suspendu leur programme d'entraînement des officiers yougoslaves. En Algérie, les chars ont quitté la capitale. Le gouvernement ne craint plus les manifestations d'islamistes. Forcément, tous les leaders sont en prison. Morad Aïtabouche. Ce matin, les derniers blindés ont quitté les rues d'Alger. Le dispositif militaire a été largement allégé. Seuls les sites stratégiques restent étroitement surveillés. Dans sa première apparition en public depuis les premières émeutes, le général Nezzar, le ministre de la Défense, n'a pas exclu la levée de l'état de siège avant le mois d'octobre. Par ailleurs, il a expliqué que l'armée n'est jamais intervenue pour réprimer le peuple. En revanche, la répression contre les islamistes se poursuit toujours. 24 heures après l'arrestation du numéro 4 du Front islamique du Salut, Mohamed Saïd, Alger est particulièrement calme. Même à Kouba, lieu de l'arrestation et municipalité sous très haute influence du fils, aucune agitation particulière ne s'est fait ressentir. Le soutien très appuyé que le dirigeant du parti religieux a reçu hier soir de la part du patriarche de la Dawa islamique n'aura pas convaincu les autorités pour la libération de Mohamed Saïd. Aucune réaction n'a été rendue publique de la part de la direction du fils, qui avait contesté sa légitimité. Preuve, s'il en était besoin, de l'âpreté de la lutte pour la domination du parti religieux au sein de sa direction. Les principaux responsables du fils sous les verrous, le Front islamique du Salut, ne sait plus à quel imam se vouer. Les divisions internes sont désormais étalées au grand jour. Les militants restent complètement désorientés. Le fils à la dérive, divisé, en perte de vitesse, l'armée risque bien d'avoir réussi son pari. Énorme scandale dans le monde de l'argent. Une banque internationale qui avait pignon sur avenue blanchissait l'argent de la drogue. Conséquence, la BCCI, Banque du Crédit et du Commerce International, devra fermer ses portes. Jean-Marc Pitt, Victor Arish. Guichet fermé, rideau baissé, mais pas de panique cet après-midi à Paris devant la Bank of Credit and Commerce International. Les sanctions qui viennent de tomber sur cet établissement n'auront pas de grosses conséquences en France. La BCCI y avait ouvert une simple agence et non une filiale, et seuls les non-résidents pouvaient y ouvrir des comptes. Les répercussions sur le plan international sont autrement dramatiques, puisque cette banque de droit luxembourgeois, contrôlée par l'Émirat d'Abu Dhabi, emploie 12 000 personnes dans 69 pays et qu'elle détient 120 milliards de francs d'actifs. En Grande-Bretagne, par exemple, 120 000 déposants risquent de se voir lésés par cette décision de fermeture. Nous avons tout ici. Tout notre argent est dans cette banque. Combien environ? Un demi-million de livres. Je travaille dans cette banque, c'est ma maison. Une décision pourtant motivée par de nombreux chefs d'accusation. Dissimulation de pertes, blanchiment de narcodollars, fausses écritures comptables, prise de contrôle illégale de banques américaines et clients indésirables comme Noriega, Duvalier et Marcos. Les diverses banques centrales l'ont d'ailleurs sanctionné dans un bel ensemble. C'est un précédent, c'est nouveau et je dois dire qu'on ne peut que se féliciter
de voir qu'il y a une coopération entre les autorités de contrôle des différents pays concernés, que cette coopération s'est faite en échangeant les informations que nous avions entre nous et que personne ne prend de décision sans avoir tenu compte de cette constatation. Mais ensuite, chacun est libre de sa décision. La Suisse a d'ailleurs usé de cette liberté puisqu'elle a choisi de laisser fonctionner seule la filiale de la BCCI. Troisième étape du Tour de France, Villeurbanne-Dijon. Les favoris ne se sont pas quittés. Du coup, l'arrivée s'est faite au sprint et Sorensen garde le maillot jaune. Didier Balèze. Après la rapide et exceptionnelle mise en jambe du week-end, le peloton a pris cap vers le nord, traversant l'Ain, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. Aucune difficulté majeure sur le parcours, parsemé de sprints de bonification utiles afin de séparer les premiers. Très peu de bons de sortie, les favoris s'observent et se marquent de près. Les hommes d'Ariostea effectuent leur part de travail, protégeant ainsi le leader et maillot jaune. La fin de l'étape, disputée sous une chaleur caniculaire, a été marquée par une échappée de 3 coureurs. Sami Morels, le Belge, Pello Ruiz-Cabestany et le Danois Jesper Skiby. Partis à 40 km du but, les 3 hommes ne compteront que peu d'avance avant d'être repris à 8 km de l'arrivée par le peloton. Rudi Danens, le champion du monde, tente de sortir en vain. Une occasion en or pour permettre aux sprinteurs de se mesurer. À ce jeu, c'est Étienne de Wilde, le plus malin. Il démarre à 800 mètres de la ligne, résiste et s'impose devant Van Poppel. Rolf Sorensen conserve son maillot jaune, pas de changement au classement général. Nos confrères du célèbre magazine américain Time Magazine nous offrent un immense miroir. Ils consacrent tout un numéro à notre pays, à la France, et abandonnent enfin le fameux cliché du béret et de la baguette. Ce n'est pas trop tard. Anne Gouraud. Quand Time Magazine passe la France au rayon X, une conclusion s'impose. Les Américains sont probablement plus francophiles que les Français eux-mêmes. Littéralement encensés, nos technologies de pointe s'étalent au fil des pages. Le TGV, bientôt implanté au Texas, occupe la place d'honneur avec le Minitel, le tunnel sous la Manche, Ariane et les centrales nucléaires. Autre chapitre, les grands travaux. Si l'opéra de la Bastille et le ministère des Finances de Bercy ne soulèvent pas l'enthousiasme de Time, Paris, ville lumière et phare de l'Europe, n'en finit pas de briller, à tel point que les journalistes américains ont rebaptisé François Mitterrand. Il est appelé Dieu et tonton, etc. On a décidé sur Mitterrand-Ramsès parce que c'est un président avec une vision assez pharaonique. Et c'est quelqu'un qui, comme des pharaons, a construit des grands... Il a commandé des grands travaux à Paris, y compris une pyramide. Quelques mauvaises notes tout de même. Time souligne le malaise de la France politique, la fin des idéologies et la montée du racisme. Quant à la liste des personnalités qui montent en France, elle réserve quelques surprises. Valérie Lemercier et Florence Artaud y côtoient ainsi Jean-Louis Bianco et Luc Besson, en passant par Ronnie Broman. Reste toutefois en vedette américaine, l'image mythique du couple montant s'ignorait. Et pour conclure les pronostics de notre monsieur Courtine pour les courses hippiques de demain, je vous laisse découvrir ces pronostics: l'As, le 11, le 6, le 13, le 10, le 8, le 15 et le 12. Ce 19-20 est terminé. Je vous rappelle l'information de la soirée. Édith Cresson, le Premier ministre, n'exclut pas le recours au charter pour expulser les immigrés clandestins. Philippe Marchand, le ministre de l'Intérieur, était notre invité dans le 19-20. Il nous a précisé que cette éventualité évoquée par Édith Cresson allait provoquer un débat inévitable au sein du gouvernement et au sein, bien sûr, du Parti socialiste. Marc Lauteman développera toutes ces informations dans Soir 3 à 22h15 et Florence Klein à 20h vous dira qu'il fait chaud, très chaud en France, comme sur ce plateau du 19-20. Bonsoir, à demain 19h.